Très bien, bonjour. C'est un grand plaisir d'avoir d'éminents intervenants pour pouvoir présenter en fait les indices de stabilité et d'attractivité en Afrique, les indices 2021 qui viennent de sortir de l'Institut Amadeus. Et donc c'est un plaisir de présenter en fait Monsieur Moussadek Bali. Vous êtes fondateur et président de la chaîne hôtelière Azalai. Vous êtes présent dans de nombreux pays en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça serait très intéressant d'avoir votre avis, et en particulier sur un secteur qui a beaucoup pâti de la crise actuelle du coronavirus, qui est l'hôtellerie. J'aurai le plaisir de présenter également Dr Kautar Diati, qui est médecin spécialiste des politiques de santé internationale, qui va intervenir des États-Unis et qui présentera pour la première fois en fait cet indice inclut un élément sur la composante, les indicateurs de la santé en Afrique. Hein, c'est la grande première de ces indices. C'est la composante santé qui sera probablement intégrée dans les autres indices dorénavant, puisqu'on sait, on comprend maintenant l'importance de cet indice et des changements de paradigme qu'il a introduits, notamment au niveau du continent. Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous professeur Nguessan, qui est le directeur adjoint du CIRES, c'est le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Alors, je note également que vous êtes auteur d'un ouvrage sur le consentement des ménages ruraux à payer une prime d'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Vous êtes spécialisé dans le calage macroéconomique et les marchés de l'emploi sur le continent. Nous avons également, nous allons accueillir également parmi nous professeur Thérèse Azang de Yaoundé au Cameroun. Alors, je tiens à signaler que vous êtes docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur au sein du département d'analyse et politique économique de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Yaoundé de SOA. Vous êtes consultante également dans les domaines de sécurité, de l'économie et de la gouvernance sociale. Donc, pour finir, je présente M. Olivier Do, qui intervient de Paris, je suppose. Vous êtes coordinateur du rapport des indices de stabilité de ce rapport, des indices de stabilité de l'attractivité en Afrique. Vous êtes chercheur doctorant affilié au laboratoire de dynamique et recomposition des espaces à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également consultant indépendant en politique publique et de développement, spécialiste des politiques d'insertion économique de la jeunesse au Maroc et en Afrique du Nord. Et vous êtes également membre de l'Observatoire Maghreb Afrique du Nord de la Fondation Jean Jaurès et journaliste correspondant du groupe panafricain IC Publications au Maroc et en Afrique de l'Ouest. Alors, Monsieur Olivier Do, Olivier, si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez nous présenter en fait, en tant que coordinateur, le travail que vous avez effectué pour pouvoir mettre en avant finalement ces indices 2021? Merci beaucoup de cette présentation flatteuse. Bonjour Khalid, bonjour à tous. Je vous parle d'Aix-en-Provence en réalité. C'est un tout petit peu plus près de vous et j'aurais bien aimé pouvoir être comme très fréquemment et comme j'ai été ces 10 dernières années au Maroc pour vous parler, mais actuellement la situation que vous connaissez tous rend compliqué les voyages. Alors en quelques mots, je suis très heureux d'avoir pu collaborer encore une fois avec l'Institut Amadeus, une longue collaboration depuis des années déjà. C'est déjà la 7e édition de ces indices attractivité et stabilité qui ont été aussi profondément revus dans leur méthodologie et dans leur approche depuis l'an dernier et accompagnés par un comité scientifique dont beaucoup des membres sont ici sur la table ronde, qui nous a permis d'affiner l'approche pour construire des indices qui soient utiles à des investisseurs internationaux, des investisseurs africains pour appréhender mieux
les dynamiques économiques, mais aussi les structures, les forces et faiblesses structurelles de chacun des pays du continent, et avec plusieurs partis pris. Un des partis pris qui a toujours été à la fondation de ces indices était finalement de ne pas projeter des normes plaquées depuis l'extérieur sur qu'est-ce que c'est une bonne attractivité économique, ou qu'est-ce qu'un bon modèle économique ou un mauvais modèle économique. Il s'agit de chercher des groupes d'indicateurs structurés dans une réflexion pour dégager chacune des forces et faiblesses de chaque pays, en comparant les pays africains entre eux, et non en les comparant avec d'autres pays plus ou moins développés à travers le monde. Donc vraiment recentrer l'analyse sur l'Afrique, qui je crois est une des qualités du think tank Amadeus, qui s'investit sur la thématique de l'Afrique et de son développement depuis une quinzaine d'années presque déjà, depuis sa fondation. Et donc, il s'agit de dégager une façon de réfléchir en comparant les économies africaines entre elles. Premier parti pris. Deuxième parti pris, partir du principe que on ne pouvait pas penser l'économie et l'attractivité économique ou la dynamique économique sans parler des problèmes et une approche politique qu'on a nommée stabilité, donc l'indice de stabilité, mais qui permet de dégager aussi quelles sont les structures politiques et les fondamentaux politiques et sociaux et environnementaux qui caractérisent chacun des pays. Donc, chacun pourra apprécier à la lecture de ce rapport la façon dont on a réfléchi. Nous livrons la recette finalement de fabrication de ces indices en livrant, excusez-moi, la façon dont ils sont construits par groupe d'indicateurs. Donc, dans l'attractivité, il y a trois grands groupes d'indicateurs qui sont le potentiel et dynamique du marché qui est étudié. Deuxième grand groupe d'indicateurs, c'est la régulation, le rôle de l'État. Et troisième grand groupe, la qualité des facteurs de production. La qualité des facteurs de production, c'est la capacité à mobiliser des financements à des taux intéressants, et aussi la capacité à trouver des ressources humaines qui soient bien formées ou adaptées au projet qu'un investisseur a envie de porter. Voilà. Et donc, parmi ces grands groupes d'indicateurs, il y a des sous-indicateurs assez nombreux. Chacun des indices, qu'ils soient attractivité ou stabilité, comporte une quarantaine de sous-indicateurs. Donc, c'est un travail de recherche assez vaste qui dure plusieurs mois, puisqu'il faut vérifier aussi et croiser les regards et croiser les données sur chacun des indicateurs. Généralement, nous partons de préférences d'indicateurs qui sont localement construits, des indicateurs africains qui puissent être produits par des institutions africaines, ou en tout cas sourcés par des institutions africaines. Parfois, on peut retrouver ces indicateurs agrégés au niveau des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI, qui les agrègent à des fins de comparaison internationale, et il peut arriver que nous cherchions les données auprès de ces institutions-là. Alors, je remarque, si vous me permettez de vous interrompre, qu'il y a aussi une pondération qui a été faite sur ces différents critères, et que le doing business, les infrastructures figurent de manière assez importante dans ces pondérations, notamment le solde aussi public primaire. Enfin, il y a aussi, bien entendu, tous les critères n'ont pas la même importance. Tout à fait, il y a des choix qui sont pensés et réfléchis avec le comité scientifique. On a ces trois grands groupes d'indicateurs dans l'attractivité, et on peut dégager aussi le parti pris aussi, c'est de voir les capacités de chaque État aussi à vraiment construire des politiques et des stratégies économiques cohérentes qui allient à la fois la capacité de réguler l'économie, mais aussi construire des infrastructures, les financer, offrir toute une gamme de services, que ce soit aux investisseurs ou à la population, qui puissent mettre un pays ou une économie sur le chemin du développement. Voilà. Et plutôt qu'une approche business, en plus d'une approche business ponctuelle, on regarde aussi finalement des indicateurs de long terme qui indiquent la capacité à accumuler des biens sociaux, des biens économiques sur le long terme pour une économie. Et ça, c'est aussi en grande partie un rôle de l'État, qui est central en réalité dans cette analyse, où on voit, et notamment qu'on rajoute
cette vision de la stabilité. Voilà, donc évidemment, quelques mots pour ne pas être trop long, et vous verrez que toutes les pondérations sont dans le document et on les détaille, on détaille la manière dont on a réfléchi. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule manière de réfléchir, mais justement, livrer sa recette, c'est aussi une manière de s'offrir à la discussion et à challenger et évidemment ces discussions, à discuter est-ce que des aspects ont été peu ou pas couverts, ou est-ce que des pondérations sont exagérées ou non. Et effectivement, parfois, on a pu reprendre aussi des grands classements internationaux qui peuvent être faits par la Banque mondiale. Ils ont des défauts, mais ils ont le mérite aussi d'avoir pu agréger une quantité d'indicateurs qu'il était un peu difficile aussi de réagréger soi-même depuis l'équipe de travail de Amadeus. Voilà, donc ça veut dire qu'on a un comité scientifique qui nous aide à réfléchir sur les perspectives et sur les grands sujets. Il y a une équipe d'analystes à l'Institut Amadeus qui a beaucoup contribué à rechercher les données. Et là, on doit saluer le travail d'Amadeus aussi. Donc, il y a Yassine Erzeni, Minaj Benchrif ou Ilyas Ben Abdeljelil qui ont beaucoup contribué cette année à ces résultats. Et un mot pour vous dire que, évidemment, cette année, la grande réflexion a été comment on intégrait aussi la question de ce drame en fait, mondial qui frappe tous les pays et qui frappe l'Afrique, si ce n'est directement, du moins par des effets indirects aussi économiques, qui est la pandémie de Covid-19, évidemment. Et évidemment, quand on a les indicateurs internationaux ou même les données de PIB, les données les plus simples de PIB, elles ne reflètent pas tout de suite les effets de cette pandémie. Et quelque part, la façon dont on avait de réfléchir était une réflexion très portée sur le structurel, le long terme ou le moyen terme. Et il a fallu adapter un petit peu le regard à la question des disruptions, quelque part, qu'introduisait la pandémie dans les économies africaines, mais aussi dans les tissus sociaux et les stabilités politiques sur le continent. C'est ce qu'on a essayé de faire cette année en adaptant un tout petit peu nos indicateurs et nos pondérations. Également, on l'a intégré via un indice sanitaire qui a été une manière de pousser plus en avant une réflexion qui existait déjà dans les indices préalables, mais vraiment de structurer la réflexion de qu'est-ce que c'est une bonne politique sanitaire ou comment voir de manière objective les indicateurs qui nous permettaient de décomposer différents éléments d'une politique sanitaire. On en a trouvé trois, donc la question de la prévention, la question des capacités de traitement et la gouvernance du système sanitaire. Et chacun de ces trois groupes d'indicateurs sont décomposés en sous-indicateurs aussi, qui nous permet et qui sont comparables au niveau de tous les pays du continent et qui nous permet d'avoir une approche comparative. Voilà. Alors, on a vu que la prévention, notamment au niveau continental, a surpris pas mal de monde parce qu'au début de l'événement, l'accident du Covid, tout le monde avait prédit que l'Afrique allait sombrer puisqu'il n'y avait pas d'infrastructure sanitaire, etc., par rapport aux pays industrialisés. Et on a vu en fait des scénarios différenciés, bien sûr, sur le continent africain, mais on a vu quand même une capacité de résilience, je dirais, assez remarquable au niveau continental. C'est très vrai. C'est très vrai. Je ne vais pas m'improviser épidémiologiste, mais je ne vais pas prétendre livrer une analyse exhaustive. Mais ce que peuvent dire nos données, c'est qu'évidemment, beaucoup de pays africains avaient des politiques de prévention très développées. La question de vacciner, la question de prévenir, la question de traiter une épidémie était déjà maîtrisée dans beaucoup de pays, un peu moins peut-être dans d'autres. On voit aussi dans cet indicateur de prévention tout le mal qu'a pu faire, puisqu'on intègre aussi la question de l'espérance de vie, tout le mal qu'a pu faire des épidémies préalables, notamment en Afrique australe, où on voit que les pays d'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, ont beaucoup souffert de cette pandémie du sida et en souffrent encore, ou des pays qui sont par ailleurs des classements très bons, comme le Botswana, ont encore des capacités
de prévention et hospitalière très développée, mais exclusivement centrée sur, le combat contre le sida. Donc, la question de l'épidémie, elle n'est pas nouvelle en Afrique. Effectivement, les pays africains ont su, beaucoup d'entre eux, contrer en fait, ou prendre des mesures et des dispositions adéquates pour essayer de minimiser les impacts sanitaires de la pandémie de Covid. Voilà, donc bien sûr qu'on ne peut pas raconter tout ça dans ce rapport et ce n'était pas l'objectif, mais à travers certains indicateurs sanitaires, on remet un petit peu de perspective dans les différentes capacités construites dans chacun des pays. Voilà. Donc, on va voir cet aspect sanitaire lorsque Dr Kautar Diaty va intervenir, puisque c'est son secteur de spécialisation. Mais avant ça, et on sait très bien que dans votre indice, vous avez avancé une série de 8 pays, dont au moins 2 sont en Afrique australe, l'Afrique du Sud et le Botswana. Et vous avez, dans le cadre de ces indices, essayé de mettre en valeur différentes caractéristiques. Alors, je rappelle simplement pour ceux qui n'ont pas encore eu accès à ce document, que les 8 pays en question qui sont analysés au niveau de leur attractivité, les meilleures performances, les performeurs et leurs modèles, il y a le Maroc, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Égypte, le Ghana, le Rwanda, le Nigeria et le Kenya. Donc, on a une pléthore de différentes configurations structurelles, conjoncturelles. Tout à fait. Ce qu'on propose effectivement, c'est on classe et on décompose un classement d'attractivité à travers les 3 grands groupes dont je faisais mention. Donc le marché, la régulation, les facteurs de production. Donc vous avez le classement des 54 pays africains à travers ça, un classement global aussi avec nos pondérations globales. Pour la stabilité, les 3 grands groupes retenus, c'est la capacité de régulation politique et la capacité de stabilité du système politique. C'est la question de la résilience face aux vulnérabilités sociales et environnementales, et aussi la capacité, ce qu'on a appelé la résilience de l'État, qui est la capacité de l'État, la crédibilité de l'État à pouvoir lever de la dette sur les marchés internationaux, avoir la confiance de ses partenaires internationaux, avoir des relations régionales développées. Voilà. Et donc ça, ces classements existent pour les 54 pays. Donc vous avez 6 classements globaux, 2 classements qui font intégrer l'indice de stabilité, l'indice d'attractivité, et vous avez 8 focus pays qui ne sont pas forcément les pays qui sont plutôt des pays de haut de tableau, mais qui sont des pays avec des modèles différents, dont là, on décompose indicateur par indicateur qu'est-ce qui fait la force et la faiblesse du pays. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à lire et où on voit qu'on ne part pas du principe qu'il y a un seul modèle de développement, mais on voit que beaucoup de pays ont des trajectoires différentes, ont des forces différentes, des vulnérabilités différentes, mais que quelque part, ils ont des atouts, en fait, aux yeux des investisseurs internationaux et africains, en tout cas. Alors, avant de parler d'un facteur, bien entendu, sécurité et violence au niveau du continent, qui sera couvert par le professeur Thérèse Azang, j'aimerais donner la parole à un autre membre du comité scientifique, professeur Nguessan, pour nous parler, si vous le voulez bien, du marché de l'emploi pendant cette crise et décalage macroéconomique finalement de ces modèles que vous avez mis en avant. Merci beaucoup. Je voudrais faire un commentaire général déjà sur ce récent rapport sur l'attractivité en Afrique. D'abord, indiquer que ce rapport, je le trouve très complet puisqu'il couvre pratiquement tous les aspects qui sont nécessaires pour appréhender l'incitation à investir, qui est l'un des éléments clés de l'attractivité, notamment l'accumulation du capital physique et toutes les questions de gouvernance et d'environnement donc des affaires,
et les aspects liés aux facteurs de production, donc notamment le facteur travail, hein, et surtout le volet de la technologie. Et j'ai bien apprécié donc l'option qui est de se focaliser donc sur la maîtrise technologique qui permet donc de mettre l'accent sur les déterminants de la durabilité de la croissance. Vous savez que pendant longtemps, nos pays se sont développés en comptant uniquement sur l'accumulation du capital, sur l'investissement. Mais en comptant uniquement sur l'accumulation du capital, on accumule la richesse, mais cette accumulation de la richesse est de courte durée. Et pour faire en sorte que cette accumulation de la richesse soit durable, bien entendu, il est important de mettre l'accent sur les questions liées à la technologie. Eh bien, les pays qui sont mis en avant dans le cadre de ce rapport, notamment les pays qui performent, ce sont, en tout cas les observateurs des économies africaines se rendent compte que ce sont effectivement les pays les plus performants. Quand on prend l'exemple du Botswana, le Botswana, quand on le compare à la Côte d'Ivoire dans les années 70, il était, en termes d'accumulation de la richesse, était en retard sur la Côte d'Ivoire. Mais ce pays a progressivement rattrapé son retard, bien entendu à travers des investissements dans l'accumulation du capital, mais également dans le capital humain. Vous parlez du marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, effectivement... La crise Covid. La crise Covid, finalement, oui. La conjoncture, qu'est-ce qu'elle a... Comment est-ce que, au niveau du marché de l'emploi, bon, il y a eu de grosses perturbations. Comment est-ce que vous voyez finalement le phénomène de résilience au niveau par rapport à cette crise et par rapport aux différents paramètres qui ont été mis en avant au niveau de l'attractivité et de la stabilité? Alors, le paramètre qui a été mis en avant, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on était au stade de l'élaboration de ces indicateurs, on a apprécié l'importance de tenir compte donc de l'impact de la COVID. Hein. Mais il n'est pas sûr que ces indicateurs qui sont proposés mettent en avant, si vous voulez, l'impact de la COVID sur le marché du travail. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les estimations qui ont été faites par certaines structures et certains organismes montrent effectivement que la COVID a un impact négatif sur le marché du travail dans nos pays. Il y a des enquêtes qui ont été menées, notamment en Côte d'Ivoire, qui montrent qu'il y a eu des licenciements, il y a eu des chômages techniques, et effectivement, cette COVID-là a impacté le marché du travail. D'où l'importance dans la construction des indicateurs d'attractivité de tenir compte, bien entendu, des questions sanitaires et de la résilience donc, des États vis-à-vis des chocs. Alors, on va voir ça avec un opérateur dans le secteur de l'hôtellerie par la suite. Mais auparavant, alors, je tenais également à signaler ce qu'il y a d'intéressant dans ces indices, bien entendu, aussi bien au niveau de la stabilité que l'attractivité. Il y a le pourcentage, enfin, il y a le nombre de points de gagnés ou de perdus par rapport au classement précédent. Donc, c'est assez intéressant de voir l'évolution des pays. Ça serait aussi intéressant de voir cette évolution au niveau des indicateurs, ce qui n'est pas le cas, mais ça serait intéressant de voir aussi au niveau de sous-groupes, de voir comment les choses ont évolué. Et ça ouvre, si vous voulez, le débat sur des choses qui ont changé de manière significative au niveau de la stabilité sur le continent. Il y a l'Égypte qui a fait un bond, je crois, de 13 points, et d'autres pays, notamment au niveau de la stabilité. Donc, j'ouvre, si vous voulez, le débat à professeur Thérèse Zavang sur justement les questions au niveau de ce rapport. D'abord, de quelle manière ont été traitées les questions de démocratie, de participation citoyenne et de la sécurité et de la violence politique et des crises au niveau du continent, pour ensuite expliquer la conjoncture, finalement, comment elle a handicapé certains pays et elle a permis à d'autres
de faire des bons significatifs au niveau du classement en 2021. Très bien. Je salue tous les membres de ce panel et je voudrais dire encore ma joie d'être à chaque fois conviée aux activités de l'Institut Amadeus et notamment faire partie de ce comité scientifique sur l'élaboration des indices d'attractivité et de stabilité. Comme vous l'avez dit et comme Olivier l'a rappelé, la méthodologie cette année a été complétée par rapport à ce qu'elle était durant les éditions précédentes. Je vais m'attarder beaucoup plus sur la question de la stabilité qui a trait au volet politique. Il y a d'autres volets, mais principalement le volet politique de l'indicateur concernant les pays africains. C'est vrai que nous sommes partis de la volonté, Olivier l'a dit, de sortir un peu du discours extrêmement pessimiste qui prédomine souvent lorsqu'on parle des questions de stabilité en Afrique, lorsqu'on fait des études sur la stabilité en Afrique ou alors sur l'attractivité du continent africain. La première chose, c'est de mettre en avant les conflits armés, les guerres, les coups d'État qui n'en finissent pas sur le continent. Et en oubliant que malgré cet environnement adverse, on va dire, la plupart des pays arrivent quand même à s'en sortir. Et la volonté, justement, ici, dans ces indicateurs 2021, c'était de mettre en avant les facteurs de résilience qui font en sorte que les pays africains arrivent à s'en sortir quand même. Parce que je vais aller rapidement sur les résultats pour pouvoir les expliquer après. On démontre que effectivement la stabilité politique ou alors la stabilité sécuritaire, il y a différents critères, comme Olivier vous l'a dit. On a éclaté en 3 grands critères et en différentes composantes. Mais en règle générale, la plupart des pays en Afrique, effectivement, restent encore assez instables. Évidemment, certains plus que les autres. Mais de manière globale, la question de la violence politique ou alors de la violence armée demeure une grosse préoccupation pour la plupart des pays africains. Néanmoins, malgré cela, quasiment tous les pays arrivent à s'en sortir du point de vue économique ou alors du point de vue de l'émergence économique et sociale qui est un peu le leitmotiv de la plupart des pays africains en ce moment, qui vise à être émergents à des horizons plus ou moins convergents. Donc, le but ici, c'était de mettre vraiment l'accent sur ces facteurs de résilience qui font en sorte que les comparaisons puissent démontrer pourquoi il y a certains pays qui s'en sortent mieux que les autres et qu'est-ce qui a véritablement changé entre le dernier indicateur et celui qui nous concerne aujourd'hui. Ainsi donc, les facteurs de gouvernance ont été séparés des facteurs directement liés à ceux de sécurité et également les facteurs de résilience aux vulnérabilités sociales ont été séparés des facteurs de résilience de l'État qui ont été aussi mis à part et la question environnementale a été mise un peu plus en avant par rapport à ce qu'elle était précédemment. Je note au niveau environnemental, il y a un facteur qui a été pondéré de manière significative, notamment le stress hydrique qui commence à affecter le continent. Vous avez la gouvernance aussi environnementale. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui ont été mis en avant au niveau de ce classement. C'est simplement, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais c'est des critères qui, à mon avis, vont persister dans les années à venir. Il y a aussi le fait que grâce finalement au fait que la Chine a pu se rétablir rapidement économiquement de la crise du Covid, ça a permis aussi au prix des matières premières de remonter et donc ça a permis aux États africains de consolider un petit peu les ressources. Alors les ressources par rapport aux matières premières, bien entendu, il y a le grand enjeu qui sont les ressources fiscales et différentes ressources de l'État qui sont encore assez faibles au niveau continental.
Mais je pense que ça fera partie du débat qu'on aura sur la conjoncture. Hein. On est encore 1 heure et demie dans ce débat. Avant cela, si vous permettez, j'aimerais bien donner la parole à M. Mossadegh Bali pour parler de la conjoncture finalement économique au niveau des pays d'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique sahélienne dans lequel vous intervenez. Vous êtes opérateur, un des principaux opérateurs hôteliers. Monsieur Bali, on aimerait bien avoir votre perspective sur la question. Merci encore une fois à l'Institut de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Merci à son président. C'est un plaisir toujours de participer à ces débats parce que j'apprends beaucoup et je rencontre des gens de qualité. Donc, un grand merci et par avance, Eid Mubarak. Alors, dans notre secteur, merci beaucoup. Dans notre secteur, c'est très certainement le secteur le plus sinistré, le secteur, tout ce qui est trait au voyage, à l'hospitality, au tourisme. Dès que la pandémie a éclaté, bien sûr, les avions se sont arrêtés, les hôtels ont fermé, il n'y avait plus de déplacements. En ce qui concerne le groupe Azalaï, lorsque la pandémie est arrivée dans les pays où nous sommes présents, je répète, le groupe Azalaï est présent avec une dizaine d'hôtels dans 6 pays ouest africains et nous sommes en train de construire 4 autres dans 4 pays différents. Dont le Maroc. Le Maroc, pas encore, mais j'espère bientôt. Disons, après la pandémie, disons, on avait beaucoup avancé, notamment avec Madame Lahlou, avec Mazar. Mais bon, tous les nouveaux projets maintenant sont mis sous le coude en attendant qu'on voit le bout du tunnel. Et donc, on a été obligé de fermer tous les hôtels, de mettre tous nos collaborateurs en chômage technique. Malheureusement, et c'est ça qui ressort en fait, la grande leçon à tirer, à mon avis, de cette pandémie, c'est que nos États doivent renforcer le volet social. L'État doit renforcer les volets sociaux. Parce qu'on se rend compte que finalement, avoir une assurance chômage dans nos pays, aussi minime soit-elle, ce n'est pas un luxe parce que du jour au lendemain, nous avons eu des centaines et des centaines de chefs de famille qui se sont retrouvés au chômage, mais sans aucun revenu, mais vraiment sans aucun revenu. Parce que nous, on a fermé les hôtels. Il n'y a pas que nous, toute l'industrie a fermé. Les compagnies aériennes ont licencié ou ont mis un chômage technique et des centaines de chefs de famille. Et comme vous le savez, en Afrique, une personne fait vivre au minimum 10 personnes. Donc, c'est quand même des milliers de personnes qui se sont retrouvées sans revenu du jour au lendemain. Et je pense que s'il y a un enseignement à tirer, j'aimerais que l'Institut pousse dans ce sens. J'ai vu d'ailleurs un article sur, disons, la vision de Sa Majesté pour renforcer le volet social au Maroc. Et je pense que tous nos pays doivent voir cela. On a timidement mis en place des assurances maladie. C'est une très bonne chose. Ça commence à fonctionner partout. Dans mon pays, le Mali, au début, quand on a mis en place l'assurance maladie obligatoire, les salariés étaient très réticents. Il y en avait même qui refusaient de cotiser. Mais maintenant, c'est accepté partout parce qu'on a vu l'intérêt d'avoir une carte à mots parce que ça permet vraiment de démocratiser les soins de santé et surtout pour les personnes qui ont des revenus très faibles. Et je pense qu'on doit pousser cette couverture sociale vers une sorte d'assurance chômage pour justement ces genres d'accidents industriels. On n'est pas à l'abri d'une autre pandémie, je ne sais pas moi, dans 20 ans, dans 50 ans. Statistiquement, et je crois que l'économiste d'Aix-en-Provence est là, Olivier, statistiquement, c'est tous les 100 ans. Mais avec le monde qui est très interconnecté maintenant, peut-être que ça pourra venir, je ne sais pas moi, chaque 20, 30 ou 40 ans. Donc, nous, on a fermé les hôtels, on a mis un chômage technique. Et puis, on est resté fermé 8-9 mois. On a ouvert. Aujourd'hui, la dizaine d'hôtels est ouverte, sauf un hôtel, le Grand Hôtel de Bamako, qu'on n'a pas encore ouvert parce qu'on a 2 autres unités sur la place de Bamako. Ça tourne au ralenti. Il y a des unités qui sont à 5%. Par exemple,
Bissau est à 5%. Il y a des unités qui commencent à atteindre les 30, 35, 40%, telles qu'Abidjan, telles que Bamako. Nos clients traditionnels, qui sont les voyageurs d'affaires, ne sont pas encore revenus. Nous avons surtout des diplomates, des militaires, des ONG. Et ce qu'on a découvert aussi, ce sur quoi on met l'accent maintenant, parce que en tant qu'industriel de l'hôtellerie, il faut qu'on se réinvente, c'est aller chercher du business local. Donc, on s'est rendu compte que tout ce temps-là, on se focalisait quasi exclusivement sur le voyageur. Donc, celui qui prend un avion ou prend un bus, vient dans une ville, a besoin d'une chambre d'hôtel pour dormir, pour se réunir, pour faire une conférence. Alors que localement, il y a quand même du business local qui mérite d'être développé. Par exemple, les hôtels au Sénégal, les week-ends sont pleins, et ils sont pleins parce que les Sénégalais sont en train de découvrir leur pays. Au lieu d'aller à Dubaï, à Paris, tout ça, puisqu'ils ne peuvent pas voyager, ils vont passer des week-ends dans les hôtels sur la petite côte. Et ça permet... Vous avez au Maroc, avec les fêtes de l'Aïd, si vous voulez quitter, nous sommes à Rabat, si vous voulez quitter Rabat pour aller à Marrakech ou à Agadir, vous ne trouverez absolument aucun hôtel, puisque en fait, comme il n'y a pas de voyages internationaux, tout le tourisme c'est maintenant concentré sur le tourisme interne. C'est effectivement un bon signe de résilience de ce secteur et un levier de résilience absolument remarquable. Et une découverte, c'est-à-dire il faut faire la promotion du tourisme intra-africain. Là, on va découvrir nos propres pays. Quand on va commencer à voyager, voyageons en Afrique. Au lieu d'aller à Dubaï, allons-y à Marrakech ou allons-y à Agadir ou à Tunis. Donc, je pense que ça, c'est une leçon que les industriels doivent tirer de cette pandémie. Et aussi, je pense aussi que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, après cette pandémie-là, c'est d'ouvrir le ciel africain et de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de voyages intra-africains, parce qu'on sait que dès qu'il y a une pandémie, les voyageurs internationaux ne vont plus venir. Donc, comme on dit, dans toute crise, il y a une opportunité. Et je pense que notre industrie va se réinventer, va trouver des niches et va surtout développer le tourisme local et le tourisme intra-africain. Et le tourisme d'affaires intra-africain, on voit Absolument. que certains pays sont très dynamiques en investissant aussi bien dans les pays voisins africains et réciproquement, hein, si vous investissez au Maroc, vous êtes bien entendu le bienvenu. Mais c'est une dynamique vertueuse, effectivement, qu'on a pu remarquer, tout comme la dynamisme. Alors, c'est la question que je souhaiterais vous poser. Le Maroc a mis, sous l'impulsion de Sa Majesté, un mécanisme d'appui aux salariés du secteur de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a eu des mécanismes similaires dans d'autres pays dans lesquels vous intervenez? Vous êtes opérateur. Non, malheureusement, dans la plupart de nos pays, il y a eu des annonces, mais dans la réalité, beaucoup de pays n'ont pas réellement tenu les promesses. Il y a quelques pays quand même qui ont fait des efforts, qui ont réduit des taxes, qui ont même fait des aides directes. Par exemple, le Bénin nous a fait des transferts monétaires pour faire face à notre masse salariale, à la charge salariale, parce qu'au Bénin, une fois que le chômage technique ne pouvait pas dépasser 3 mois, il y a eu des baisses sur les taxes qu'il y avait sur des salaires, mais c'est très, très timide. Des programmes en Côte d'Ivoire, ils ont mis un programme pour venir en aide aux entreprises du secteur du tourisme avec des prêts bonifiés, mais le processus est très long. Nous, on a soumissionné. Ça fait 1 an qu'il y a la pandémie, on n'a toujours rien reçu. Le Bénin a bonifié aussi des prêts de restructuration, mais je dirais qu'il n'y a pas eu réellement d'aide directe, par exemple, à nos salariés qui étaient en chômage. Il y a eu des aides directes à certaines populations indigentes, donc qui n'avaient même pas de travail, qui n'étaient pas des salariés. Il y a eu des transferts monétaires, notamment via le mobile banking, mais des salariés qui sont restés à la maison sans salaire pendant 6 mois n'ont rien reçu de
des États, malheureusement. Très bien. Alors, je souhaiterais rebasculer sur ce document d'indice global d'attractivité, intégrer l'évolution par rapport au classement précédent des indicateurs. Est-ce que c'est parce que vous aviez des nouveaux indicateurs pourraient affecter la relevance de ces indicateurs? Ou parce que je remarque que l'évolution, vous l'avez mis finalement uniquement dans l'indice global à la fin, soit d'attractivité, soit de stabilité. Alors, vous avez été un tout petit peu coupé, mais j'imagine, j'ai eu la fin de la question et j'imagine qu'elle m'était adressée peut-être. Absolument. Il s'agit simplement de pouvoir nous expliquer pourquoi vous n'avez pas pris, vous n'avez pas mis l'indicateur, l'évolution des sous-groupes, des indicateurs de sous-groupes par rapport au classement précédent, parce que ça nous permettrait d'identifier finalement quels sont les grands changements dans ces sous-groupes qui ont été opérés pendant l'année en cours. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. On s'est attaché à l'idée que le résultat global était finalement le livrable et la production et l'indicateur de référence. On aurait pu le faire. Et j'ai envie de faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, notamment par Mossadegh Bali ou par notre ami le professeur Kofi Nguessan, sur les questions de vulnérabilité sociale et d'informalité du marché du travail. C'est des questions extrêmement importantes qui sont prises en compte dans ce rapport. Et je voulais préciser qu'on ne s'en tient pas uniquement à des taux de chômage officiels. On regarde la croissance du marché de l'emploi privé et on regarde le niveau d'informalité du marché du travail, mais aussi le niveau de participation, par exemple, des femmes sur le marché du travail, qui révèlent beaucoup du perfectionnement du marché du travail et des emplois disponibles. Et ça pour dire que ces indicateurs, ce sont ces indicateurs-là qui nous permettront aussi de préjuger des effets que nous ne connaissons pas tous encore. Donc, il y a plusieurs scénarios de sortie de crise ou de développement, disons, de l'économie des pays africains dans les prochaines années. On n'a pas toutes les clés toutes les solutions, toutes les clés de lecture et tous les avis définitifs. Ça va beaucoup dépendre aussi du rythme de la reprise, du rythme de la vaccination et des capacités de transformation de l'économie internationale qui sont incrémentales en réalité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces dynamiques-là, on va pouvoir les apprécier à travers nos indicateurs. Et c'est vrai qu'on aurait pu faire, et on le fera peut-être sans doute, parce que chaque année, on pousse l'analyse un petit peu plus loin, on essaie de donner de plus en plus d'informations aux lecteurs de ce document. Donc, on poussera sans doute pour essayer d'analyser les dynamiques des sous-groupes. Et à notre avis, dans les sous-groupes, ce qu'il faudra regarder de près et qu'on pointe un petit peu dans les analyses écrites qui accompagnent la livraison de ces rapports, c'est, je pense, deux choses. C'est les vulnérabilités sociales, ça va être extrêmement important et ça va être un effet direct des soubresauts économiques qui ont pu être la conséquence de la pandémie. Et deux, la capacité des États à pouvoir lever des fonds, financer des mesures sociales qui ont été évoquées par Mossadegh Bali, parce que ce soit tant au Maroc qu'en Afrique de l'Ouest, la problématique pour les États africains va être la même. Il y a eu aujourd'hui, sur initiative de certains pays africains, un moratoire sur les dettes qui sont dues par les pays africains à l'international, ce qui leur a permis de surseoir et de faire un peu la jonction entre le moment où les prix de certaines matières premières effectivement se sont effondrés et ont pu retrouver à peu près leur niveau d'avant-crise et ça a impacté le niveau des finances publiques. Donc les pays africains n'ont pas eu à débourser de l'argent pour rembourser leurs dettes, mais ça reste quand même des charges qui vont être appelées à être payées à partir de 2022. Et si les pays africains essaient ou tentent de créer des politiques plus protectrices pour les employés, plus
de lutter contre l'informalité du marché du travail, de proposer des filets de sécurité sociaux. Ça va nécessairement aussi être des politiques à financer avec des ajustements à trouver, avec des façons de porter ces filets de sécurité qui sont importants parce que ça permet, on le voit bien dans les économies plus développées, ça permet une reprise économique un peu plus rapide. Et c'est que dans le cas de personnes qui ont perdu leur emploi et qui restent longtemps sans emploi et sans filet de protection sociale, vous basculez dans la pauvreté, vous basculez dans une situation où potentiellement la demande dans le pays s'est affaissée et il y aura de moins d'emplois. On peut arriver dans un cercle vicieux où l'économie interne crée moins d'emplois. Donc l'attitude des banques de développement, du FMI, justement, par rapport à ces politiques, est-ce qu'ils vont retrouver l'orthodoxie précédente ou est-ce qu'à votre avis, ils vont peut-être avoir une lecture nuancée des conditionnalités qui pourraient être attribuées à des mécanismes de relance économique au niveau du continent? Là, il y a un vrai débat continental qui est en cours entre les différents points de vue en Afrique qu'on peut recenser et les institutions internationales. Je pense qu'il y a une écoute de la part des institutions internationales, mais la vraie discussion, et qui, à mon sens, il y a tout un papier qui accompagne la publication des indices sur la dette et la question de la dette est-elle de retour en Afrique. Je pense qu'il faudra avoir une discussion internationale sur la création de nouveaux droits de tirage spéciaux qui sont une sorte de super monnaie créée par les institutions internationales qui permettent de lever de nouvelles capacités d'emprunt. Et c'est aux pays qui ont les plus grandes capacités de vote au board d'administration de ces institutions, c'est-à-dire en gros les pays occidentaux et certains pays émergents, qui doivent accéder à cette demande de beaucoup des pays africains de pouvoir augmenter leur capacité d'endettement, non pas parce que, et c'est ce qu'on défend aussi, et à travers les indicateurs et à travers les analyses écrites, c'est que une dette n'est pas forcément mauvaise par nature. Une dette qui se crée et qui peut être payée ou une dette qui sert à financer des capacités économiques futures est une bonne dette. Et dans un certain nombre de cas, beaucoup de pays africains peuvent effectivement développer des politiques sociales qui leur permettront d'approfondir leur marché domestique et de créer domestiquement plus de richesses. Donc ça, c'est une discussion qui est en cours et je pense qu'il y a énormément de pays africains qui sont sur cette orientation, y compris sur les orientations d'intégration régionale et continentale des économies. Et ça, c'est une discussion passionnante qu'il faut suivre et dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Alors, ce qu'on voit dans ce rapport également, c'est l'évolution finalement de la dette africaine, qui est intéressante à plus d'un égard, à savoir, vous avez des dettes maintenant sur les marchés de capitaux, des pays qui s'en sortent très bien, qui arrivent à lever de la dette à des... Bon, je prends l'exemple les plus récents, le Maroc à 1,5%, l'Égypte aussi, enfin, il y a des dettes maintenant sur les marchés de capitaux qui commencent à émerger pour financer finalement les économies africaines. Et de plus en plus, on remarque que l'Afrique a recours à ce type de financement. De quelle manière est-ce que vous percevez finalement l'ancrage des politiques sociales par rapport à un financement sur les marchés de capitaux finalement de ces dettes? En fait, nous le parti pris des indicateurs et des analyses, c'est de dire qu'une dette peut être bonne à partir du moment où le taux d'intérêt qui est à payer est inférieur à ce qu'elle peut générer comme richesse, le taux de croissance de la richesse. C'est assez simple à comprendre finalement sous cet angle-là. Si je paye un taux d'intérêt à 2% et que je lève 2 milliards, mais que ces 2 milliards investis, qu'ils soient en politique sociale ou en infrastructure, me permettent à terme de faire croître de 4% mon économie, j'ai créé une bonne dette. Je vais facilement pouvoir la rembourser puisque en tant qu'État, je vais percevoir des dividendes via les impôts de cette croissance économique et finalement,
mes capacités de paiement restent bonnes. La mauvaise dette, c'est effectivement quand le taux d'intérêt est trop haut. Et pour beaucoup de pays, le taux d'intérêt est assez haut, ils sont assez justes. En fait, vous verrez que le Maroc est un des pays qui s'en tire le mieux quand il lève des fonds sur les marchés internationaux. Donc la question aujourd'hui, c'est de permettre aux pays africains de pouvoir effectivement s'endetter sur les marchés internationaux de capitaux, mais à de bonnes conditions. Donc ça nécessite des garanties, des assurances. Il y a une discussion sur la question d'une création d'un fonds de garantie panafricain. C'est une piste. Il y a différentes discussions où on a pu voir dans le passé certains pays comme les États-Unis qui avaient garanti les levées de dettes d'autres pays. La Tunisie, ça s'est fait en 2018 de mémoire. Donc il y a des mécanismes en fait qui permettent aussi d'emprunter moins cher. Et je pense que les économies africaines et les États africains ont besoin d'emprunter aujourd'hui pour se développer. Et ils ont besoin de le faire évidemment à des taux qui puissent être des taux intéressants. C'est le principal message en fait qu'on passe. Donc on regarde nous par le filtre des indicateurs les taux d'endettement par PIB, mais aussi et surtout les taux d'intérêt auxquels les pays africains empruntent. Donc voilà. Absolument. Vous avez mis en avant dans ce rapport également le taux de change, le risque de change. Il est assez bien caractérisé et bien entendu, en fonction bien entendu du taux d'intérêt, de l'état de l'économie, il y a bien entendu l'exposition au risque de change Oui, tout à fait. Oui. C'est une vraie réflexion grâce au comité scientifique, c'est une vraie réflexion macroéconomique appliquée en réalité. On voit où sont les vulnérabilités. Bien sûr, on regarde quelles sont les réserves de change de chaque pays. Et donc, ça veut dire la capacité à soutenir son taux, le taux de change de sa monnaie nationale par rapport à éventuellement un emprunt qu'il aurait contracté en monnaie internationale. Donc ça a beaucoup d'importance en fait dans les trajectoires économiques et dans les trajectoires de stabilité des différents pays. Et vous avez mis aussi en avant finalement la diversification des exportations. On voit la vulnérabilité des pays pétroliers. Si les cours sont bas et restent bas, la vulnérabilité finalement de ces économies, la diversification des économies de différents pays africains et leur résilience par rapport à ces changements structurels. Alors, si vous permettez, Olivier, j'aimerais basculer sur la nouveauté de l'indice de cette année, qui est l'indice santé, parce qu'on a avec nous Dr Kautar Diaty. Alors, j'ai pu lire qu'il y a un an, Dr Diaty, vous avez suggéré, vous avez anticipé le fait que la productivité, la production globale des vaccins ne pourrait pas dépendre uniquement de deux pays, un des Chine notamment. Vous avez dit que c'était très important pour les pays africains de développer justement des stratégies N+1, Chine +1 pour pouvoir délocaliser et limiter l'exposition de la production de vaccins, comme c'est le cas actuellement avec l'Inde, qui finalement met en danger la période post-pandémique, si on peut prétendre être dans une période pareille. Alors, j'aimerais, si vous le permettez, que vous puissiez nous présenter un petit peu l'indicateur composite de la santé en Afrique. De quelle manière est-ce que vous l'avez élaboré et quels sont, à votre avis, les critères qui vont être déterminants dans les années à venir? Oui, effectivement. Donc, vous avez mentionné l'article que j'avais publié en avril-mai, quand il y a eu une interruption de chaîne de valeur. J'ai pensé à l'époque et j'ai soumis cette proposition à quelques personnes, notamment le think tank dont je fais partie. Et je sais qu'il y a eu une communication par rapport à éventuellement on appelle ça des usines de fabrication de vaccins. Mais c'est vrai que on avait trouvé ça un petit peu complexe et compliqué à mettre en place parce que si c'est des vaccins uniquement à destinée marocaine, maroco-marocaine,
ça ne donne pas un retour sur investissement pour certainement pour le pays en termes de santé, mais en termes de business, pas du tout. Donc, je pense qu'une des stratégies que l'on pourrait réfléchir ensemble en Afrique, c'est mettre des hubs, notamment Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. On peut réfléchir à également approvisionner l'Afrique subsaharienne, mais bien sûr, cela, on ne pourrait pas le faire tout seul. Donc, on a besoin d'investissements extérieurs et on pourrait réfléchir à quelques types de vaccins à destination de l'Europe aussi. Mais je pense qu'on a, au Maroc en tout cas, des standards de qualité qui sont approuvés pour un certain nombre de médicaments. Donc, on reconnaît quand même une certaine qualité aux médicaments marocains. Donc, probablement, l'Europe devrait également réfléchir avec nous. Et c'est également, je pense que c'est également dans son intérêt d'avoir un back-office, on va dire, de fabrication qui soit très proche, parce que ça devient très, très compliqué quand il y a des interruptions de ces supply chains venant de Chine ou d'ailleurs. Donc ça, c'est par rapport à votre première question du vaccin. Votre article était de avril-mai 2020, hein, il faut préciser. Parce que... Oui, avril-mai 2020, oui, c'était exactement, il y a un an, c'était dans le boom de la crise aiguë. Moi, je pense en le potentiel du Maroc à faire de l'innovation aussi en termes de médicaments et pas uniquement à faire de la distribution ou à faire du filling. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment développer. Je ne pense pas que toutes sortes d'innovations complexes, et je travaille dans la thérapie cellulaire, et c'est vrai que c'est un petit peu complexe, je ne pense pas, avec toute l'ambition que j'ai pour mon pays, je ne pense pas que le Maroc soit prêt à faire ceci, mais on peut réfléchir à des anticorps monoclonaux, on peut réfléchir à des... mais déjà, si on fait juste je ne sais pas comment on dit ça en français, mais on fait un mapping des choses qui nous causent le plus grand coût en termes de dépenses de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, le cancer aussi. Si on se focalise uniquement sur une certaine catégorie de médicaments, c'est déjà pas mal. Et aussi les génériques et les biosimilaires, on devrait avoir un plan très clair. Pour les vaccins, il y aurait une sélection de vaccins également sur lesquels on pourrait se focaliser et ça doit passer par un investissement intérieur et extérieur et aussi à former je ne dirais pas la main-d'œuvre, mais à former le personnel qualifié en chimie, en manufacture, en fabrication et tout ça. Maintenant, alors, pour revenir sur l'indicateur composite de la santé, hein, il y a les trois facteurs fondamentaux, prévention, capacité des systèmes sanitaires et leur efficacité. Par rapport aux indices au niveau continental, qu'est-ce que vous avez à dire dans la configuration de ces indices et quelles sont, à votre avis, les pistes que certains pays africains pourraient mettre en valeur, peut-être d'autres pourraient capitaliser sur d'autres atouts. Quel est votre avis sur... J'avais présenté très en détail dans une présentation, je pense que c'était en novembre, toute la réflexion que j'avais mise dans la construction de cet indice de santé avec ces quatre sous-domaines ou composites. Moi, le message aujourd'hui, je pense, c'est que l'indice composite de santé doit faire partie de l'indice total d'attractivité et de stabilité des pays africains. J'irais même un petit peu loin. Je pense que c'est dans ma petite note synthétique qui fait partie du grand rapport dont je salue tous les auteurs. Je pense que l'indice santé doit avoir une place importante, un score et un weighting, un poids
en plus des autres indices. On doit réfléchir à ce stade, maintenant qu'on n'est pas encore sorti d'auberge dans la pandémie et qu'on voit toutes ces opérations qui sont liées au Covid. Je pense qu'on va vivre avec le virus du Covid et il y aura d'autres pandémies et il va falloir non seulement réfléchir à l'assurance maladie obligatoire, qui est très bien, qui est excellente, il y a absolument rien à dire. Mais j'ai également écrit un article pour expliquer mon avis sur ça. Ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on investisse davantage. Il faut qu'on réfléchisse à comment travailler ensemble pour pouvoir détecter rapidement et dépister rapidement avant qu'on arrive au stade d'épidémie et de pandémie. Il ne faut absolument pas qu'on dépende de l'extérieur en la matière. Et si on ne peut pas avoir des vaccins, eh ben, il va falloir réfléchir à prévenir. Donc, l'indice prévention. Il y a de remarquable, finalement, dans cette pandémie, on a réalisé que, bien entendu, l'Afrique était plus résiliente que ce qu'on avait prédit auparavant, notamment par rapport aux politiques de prévention. Et je pense que le rapport présente aussi au niveau asiatique des pays qui ont fait des miracles pendant la pandémie. J'ai regardé récemment les chiffres sur Taïwan. Depuis le début de la pandémie, ils ont eu 12 morts. Taïwan, très avancé par rapport à l'Afrique, par rapport au Maroc. Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point, aussi avec les chaînes de valeur, il est important de préserver des pays lors d'une pandémie. On voit ça avec les semi-conducteurs. S'il n'y avait pas Taïwan, on ne sait même pas si l'industrie automobile aurait pu… Absolument. Il faut signaler que Taïwan a Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud, etc. Tous ces pays-là ont l'avantage d'avoir connu le SARS, d'accord. Donc c'est vrai qu'on on voyait les citoyens de ces pays-là circuler avec des masques dans les aéroports à un moment où c'était pas du tout de coutume de mettre des masques. Et c'est parce qu'ils ont connu le SARS et c'est parce qu'ils ont su contenir l'épidémie du SARS qu'ils ont maintenu une certaine on va dire, hygiène je ne sais pas si on appelle ça hygiène de vie, mais habitude. Alors, j'ai une question pour vous, parce que dans votre note de synthèse, vous avez mis en avant un rapport de McKinsey qui parle justement des dollars investis dans la santé et combien ça rapporterait à l'économie. Et je note avec surprise que dans les pays à revenus intermédiaires inférieurs, $1 investi rapporte $4 dans l'économie. Par contre, c'est assez surprenant de voir les pays intermédiaires supérieurs et les pays à faible revenu voir finalement cet investissement uniquement doublé au lieu de quadruplé. Quelle est l'explication? Mais c'est parce qu'il y a un plateau. Il y a un plateau. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse que c'est le point de départ. Hein. Dans cette charte ou graphique que j'avais insérée dans la note synthétique, on voit bien que c'est les pays very low income countries, donc les pays qui sont avec un revenu le plus inférieur, c'est eux qui arrivent jusqu'à 4 fois qui quadruplent leur PIB. Dans votre graphique, vous avez les pays à faible revenu qui ne font que doubler. Ils ne font que doubler. C'est les revenus intermédiaires inférieurs qui quadruplent. Oui. Alors, moi, en tout cas, ce que j'ai envoyé, alors, je ne sais pas laquelle charte que vous avez sous la main, mais ce que je peux vous dire, c'est que les pays à très faible revenu, ils quadruplent. Les pays à low middle income, donc moyen revenu, ils doublent ou ils triplent. Et les pays développés, ils peuvent doubler. Donc, le trend, c'est que si on investit dans la santé, ça se traduit par une augmentation en termes de PIB, en termes économiques. Mais pour répondre directement à votre question sur une explication spéculative qui n'est autre que mon opinion, je pense que quand on commence de très bas
l'investissement en productivité ne peut être que plus haut que celui obtenu par des pays développés où il y a déjà un niveau stable de santé, on va dire, d'amélioration de la santé ou de performance des systèmes de santé. Voilà, c'est plutôt le terme. Alors, au niveau des indicateurs que vous avez mis en avant, à votre avis, quels seraient les indicateurs les plus pertinents au niveau du continent africain? Où on devrait investir? La mortalité infantile et maternelle. Ça, c'est une honte suprême pour toute l'Afrique et pour le Maroc. Puisque je viens du Maroc, je parlerai du Maroc. Ça, c'est inadmissible que dans le 21e siècle, on envoie des femmes accoucher et qu'elles reviennent décédées. C'est juste inadmissible. S'il y avait un indicateur sur lequel il fallait agir en premier, c'est bien celui-là. Et bien sûr, puisqu'on est dans le contexte de la pandémie, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble comme continent pour pouvoir prévenir de futures pandémies. Et il faut absolument qu'on fasse ce mapping. Quelles sont les maladies qui font qu'on dépense le plus, qui font qu'on dépense le plus qu'on dépense de plus d'argent et qu'on arrive à trouver des moyens pour produire soit des génériques, soit des biosimilaires, soit qu'on ait des accords avec les big pharma pour qu'elles puissent produire chez nous, mais il faut absolument qu'on ait une production locale, il faut qu'on l'augmente. Alors, par rapport à la prévention, les capacités du système sanitaire et l'efficacité au niveau continental, quel est le point fort si on peut parler d'un point fort au niveau continental. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît, votre question ou la préciser un peu plus davantage? Je ne suis pas arrivée à la saisir. Vous avez dit comme quoi les politiques de prévention, les capacités du système sanitaire et l'efficacité des soins cliniques. Oui, alors quand je parle des capacités du système sanitaire, je parle en termes d'effectifs. On est en sous-effectif. On est en sous-effectif, on est en mauvaise répartition géographique de ce petit effectif, de cet effectif moyen qu'on a. Il faut faire quelque chose. Donc, ça, c'est par rapport à l'effectif. Par rapport à l'efficacité des soins, oui, parce que le fait est qu'il y a une médecine à deux vitesses. Moi, je parle de mes compatriotes qui se font traiter dans le pays, parce que parce que tous ne se font pas traiter dans le pays. On voit aussi des personnes qui se font traiter ailleurs, à juste titre, parce que, pas par manque de compétences, mais par manque de confiance en le système. Et c'est justement cette thèse que je défends. Il va falloir qu'on développe un système dans lequel qui fonctionne pour tous, pour tous les citoyens. Donc, en termes d'efficacité, c'est la qualité des soins qu'on prodigue. Il y a les soins de base et il y a les soins upgradés, on va dire. Donc, oui, on ne peut pas avoir une médecine à deux vitesses, en tout cas, pas pour les soins de base. Ça, ce n'est pas possible. Hein? Très bien. Au niveau, si vous parlez de politique si je peux dire un mot pour compléter un tout petit peu par rapport à votre question sur les indicateurs africains, ce qu'a répondu le docteur Lbiati. Dans les indicateurs qui ont été retenus, l'approche c'était de comparer les pays africains entre eux. Et sur la question du manque de personnel, en fait, qu'on dit qu'on est en déficit en Afrique de personnel, en fait, aucun pays africain, même le mieux classé, n'arrive malheureusement au seuil conseillé par l'OMS de nombre de médecins par habitant. C'est pour donner une idée. Donc, on arrive sur cet indicateur sanitaire à classer les pays africains entre eux, et certains sont bien plus performants que d'autres. On relèvera le cas emblématique des Seychelles, qui est un tout petit pays, mais qui a un système de santé qui paraît au niveau africain être le plus performant et le plus accessible. La Tunisie, c'est aussi... Oui, mais ça reste des pays qui sont en sous-effectif. La Libye, la Tunisie et le Maroc, par exemple, est encore plus en sous-effectif par rapport à d'autres pays d'Afrique du Nord. Il arrive à bien se comparer par rapport à des indicateurs qui sont
l'espérance de vie, par exemple, qui est très bonne au Maroc, mais on ne forme pas assez de médecins sur le continent et dans aucun des pays. Non, l'espérance de vie est encore une fois, c'est comme l'assurance maladie. C'est très bien. On a réussi à augmenter l'espérance de vie jusqu'à 70 ans, mais il faut penser aussi à la qualité de vie, pas uniquement à l'espérance de vie. Donc, l'espérance de vie n'est absolument pas le reflet de performance d'un système de santé. Pour répondre à votre question, pour compléter encore votre question, par rapport au sous-effectif, il y a une migration. Il y a même les médecins conformes dans nos pays, en Afrique en général, et qui migrent, qui sont convoités. Oui, mais ça, c'est la fuite des cerveaux. Il y a ça dans l'industrie. C'est un phénomène qui affecte tout le continent. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, par exemple, au niveau des politiques de prévention, il y a un pays comme l'Afrique du Sud qui a un très mauvais score au niveau de la politique de prévention par rapport aux autres sous-critères. Ça doit être le sida, probablement. Ça doit être le sida, probablement. Probablement. Je ne suis pas, je m'avance un petit peu, mais ça doit être l'épidémie du sida qui fait qu'il ait un score aussi mauvais. C'est un problème de santé publique. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est l'impact de l'épidémie du sida depuis de longues années qui affecte à la fois les capacités, les ressources médicales, les capacités et la mortalité des populations et même des comortalités fortes, en fait. Merci. Très bien. Alors, pour prendre les modèles d'Asie du Sud-Est, Sud-Est avec des pays qui ont réussi, qu'est-ce que l'Afrique, en s'inspirant de ce modèle, on sait que la pandémie de Covid a permis le retour de l'État fort, en ce qui concerne les mécanismes de prévention. Bon, c'est clair que… Alors, si on capitalise sur des points qui étaient traditionnellement assez faibles au niveau du continent, qu'est-ce que les États africains pourraient faire pour consolider finalement ou capitaliser sur cette crise pour pouvoir consolider les acquis de santé? Oui, bien sûr. Deux choses, la coopération et l'utilisation des fonds nationaux et intercontinentaux, les fonds financiers. Donc, bien sûr, il y a moi, je suis pour la contribution du secteur privé dans la santé. J'ai une vision assez régalienne. Je pense que l'État a un rôle très important à jouer. Je pense que pour mon pays, en tout cas, il est en train de le jouer maintenant. Comment va se passer le roll-out, je ne sais pas. Il faut voir, mais en tout cas, l'intention est là de l'assurance maladie obligatoire. Donc ça, c'est un pan. Sur un plan industriel, il va falloir absolument collaborer pour pouvoir produire ensemble. Il va falloir absolument renégocier avec les compagnies étrangères qui investissent chez nous pour qu'il y ait une production locale obligatoire pour qu'il puisse y avoir un marché ou une distribution. Oui, il faut agir sur ce problème principal qui est la formation du capital humain et la réduction de l'indice de mortalité infantile et maternelle. Et par rapport aux maladies infectieuses, parce que ce sont des maladies aiguës qui peuvent être guéries, on devrait vraiment voir une réduction de la mortalité liée aux maladies infectieuses. Et on espère qu'il y aura un problème, que qu'on appelle ça, trial, l'essai clinique qui est en train d'être… Ce qu'il y a d'intéressant de voir au niveau continental, on l'a vu notamment avec l'Afrique du Sud et son indice au niveau de la prévention qui est faible. Bon, il y a une certaine régionalisation, bien entendu, des problèmes de santé au niveau continental. Est-ce que vous pensez qu'une approche régionale, avec des hubs régionaux, des stratégies différenciées, pourrait être une des conséquences finalement de cette crise du Covid? Ah oui, certainement, certainement. En tout cas, c'est l'issue que je souhaite, que je souhaiterais voir déployer.
Oui, la formation des hubs, comme vous l'avez dit. Mais le hub Afrique du Nord, je pense que malheureusement, on est loin. Donc, il faut qu'on regarde vers le sud de l'Afrique. Il peut y avoir effectivement des... Ben, on peut se baser sur des hubs économiques déjà existants et capitaliser dessus. Il y a les problèmes géopolitiques, si vous voulez. Donc, les problèmes géopolitiques, ils déterminent quelque part les collaborations et les accords économiques. Donc, s'il n'y a pas une... Mais on voit que la crise du Covid a permis une approche finalement transversale des thématiques géopolitiques classiques. Hein, on le voit notamment avec le président Biden qui parle de la levée des brevets, l'Union européenne qui est un petit peu prise de court. Donc, bon, on voit maintenant il y a des discussions qui commencent à être un peu plus intéressantes. Vous êtes optimiste. Ben, vous êtes optimiste par rapport aux brevets qui vont être levés. Non, je ne... En Afrique, si on n'est pas optimiste, je ne sais pas ce qu'on ferait. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir comment le monde évolue et essayer de se projeter à partir de là et surtout de se positionner par rapport à des tendances qui sont en train de s'amorcer au niveau global, qui auront des implications continentales. L'optimisme est magnifique, l'idéalisme est magnifique. Et s'il n'y a pas d'optimisme, ce n'est pas la peine qu'on vive. Il y a des réalités politiques et il y a surtout des réalités business. Donc, il faut réfléchir, l'Afrique devrait réfléchir en termes de débouchés de marché. L'Afrique est un gros marché, il y a possibilité de consommation, il faut qu'il y ait une coalition. Il faut si ce sont des petits marchés qui négocient séparément, ça ne va pas le faire. Si c'est une coalition de plusieurs pays avec une grosse démographie, avec des débouchés économiques, ça peut le faire. Mais on a besoin d'aide. Avec toute la bonne volonté, on a besoin d'aide parce qu'on n'est pas producteur de technologie. On n'est pas producteur de... Oui, on n'est pas producteur de technologie. On est dépendant du savoir des autres. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'aimerais basculer sur un autre volet de cet indice et parler un petit peu du financement, l'analyse que vous avez faite sur le financement. J'aimerais vous demander, professeur Kofi N'Guessan, à votre avis, quels sont les leviers, on l'avait évoqué auparavant, quels sont les leviers sur lesquels vous pensez que le continent pourrait s'appuyer pour financer son développement à moyen terme? Merci. Je pense que il y a un élément important sur lequel on a insisté dans la question des indices, c'est la diversification des économies. C'est très important. Il faut que nos pays africains comptent sur leurs ressources propres. Et une économie qui n'est pas suffisamment diversifiée, c'est une économie qui est vulnérable au choc. Vous voyez, certains pays qui dépendent donc du pétrole, du secteur minier et des matières premières brutes sont très vulnérables au choc. Et même pendant cette période de pandémie de la COVID, ils ont eu donc leurs ressources qui se sont amoindries à cause donc des crises sur ces différents marchés. Donc ça, c'est le premier élément, la diversification, qui d'ailleurs est conseillée par la théorie du portefeuille qui permet de réduire les risques. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me semble important, c'est d'être un peu prudent dans le recours à l'endettement privé. On a fait un petit détour sur l'endettement privé. On voit bien que les pays de plus en plus ont recours aux eurobonds. C'est peut-être bon pour financer les économies, mais c'est quand même risqué pour les économies qui ne sont pas très résilientes, comme la plupart des économies de l'Afrique au sud du Sahara. Troisièmement, je pense qu'il est important que les institutions de Bretton Woods puissent, je dirais, modifier un peu leur manière d'apprécier la performance des économies en relation avec la soutenabilité de la dette. C'est vrai que beaucoup de pays étaient des hippiques, des pays très endettés, et on vient de sortir donc de l'initiative PPTE. On observe qu'avec la pandémie de la COVID, il y a un problème au niveau de la soutenabilité de la dette.
hein, il y a un problème au niveau de la viabilité et de la dette, puisque toutes les études d'impact qui ont été faites montrent que le taux de croissance des économies a été fortement affecté. Donc, comme le disait Olivier, on met en relation le taux d'intérêt et le taux de croissance des économies. Si on veut rester dans l'orthodoxie des institutions de Bretton Woods, vous voyez bien que très rapidement, ces pays-là ne pourront pas bénéficier d'appui budgétaire. Donc, je pense que dans le contexte dans lequel on se trouve, il faut plus de solidarité internationale, être plus regardant sur l'orientation de la dette, notamment la dette publique, vers, par exemple, des secteurs qui peuvent favoriser la résilience des économies, notamment les secteurs sociaux, les secteurs où se développent les filets sociaux. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on pourra aider nos pays. Mais si on revient, comme le disait, si on revient à l'orthodoxie donc des institutions de Bretton Woods, cela sera très dramatique pour nos pays. Donc, premièrement, la diversification de l'économie, cela ne va pas se faire sans la technologie. C'est pour ça que je dis que le choix donc, de mettre en avant la question technologique dans le cadre de ce rapport est très important. Et également, je dirais que ce rapport nous permettra dans l'avenir hein, de voir les avancées de certains pays en matière économique à travers les indicateurs, puisque les effets de la COVID sur la performance des économies africaines ne sont pas très bien pris en compte parce que, à cause des données. Parce que je précise que cette fois-ci, on a voulu améliorer donc, le rapport avec de nouveaux indicateurs. À T+1 ou à T+N, quand on aura des informations, on pourra apprécier donc, les effets de la COVID sur la performance des économies. Donc, diversification, un peu de prudence par rapport à l'endettement privé et solidarité internationale, notamment au niveau Alors justement, vous parlez de prudence. Vous parlez de prudence. Il y a eu une coupure. Au niveau de prudence, le rapport, bien entendu, parle du rebasage des comptes sur l'analyse risque. Quel est votre avis finalement sur cet aspect particulier des pays qui font un rebasage des comptes nationaux pour avoir notamment accès aux mécanismes de financement? Quel est votre avis sur les changements? On a vu des changements spectaculaires, notamment avec le Nigeria, dans ce rapport où on voit que finalement, le rebasage a permis à ce pays de se placer à la première économie, loin devant l'Afrique du Sud, notamment. Oui, moi je pense que ce sont des techniques qui sont nécessaires hein, lorsque on construit des indicateurs et qu'on se rend compte à un moment donné qu'il faudrait les ajuster pour tenir compte des réalités. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on le fasse. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait généralement en matière économique. Et vous savez, en termes d'indicateurs macroéconomiques, il y a des réflexions qui sont en cours. Hein, il y a des réflexions qui sont en cours. Et ces indicateurs macroéconomiques, même si ils permettent d'apprécier la capacité des pays à créer la richesse, mais ils ne sont pas toujours ils ne reflètent pas toujours la réalité. Vous savez que même le PIB est un indicateur qui est à polémique actuellement. On essaie de voir si on ne peut pas construire un indicateur qui est encore plus réaliste que le PIB. Et donc, la question du rebasage, je pense qu'elle est importante. Voilà. Alors, justement, si on parle des opérations de rebasage, j'ai remarqué que certains pays peuvent intégrer finalement leur stock, leur valeur au niveau des armes, de leur armée, leurs forces armées, ce que pèsent leurs forces armées. On regarde par exemple, si vous prenez des pays, les plus grands stocks d'armes au niveau continental, c'est l'Égypte et l'Algérie. Et si on intègre ces stocks dans le calcul de rebasage, est-ce que, à votre avis, ça pourrait ça pourrait impacter finalement ces critères? Alors, je vous pose la question et si Olivier voudrait intervenir là-dessus par la suite. Ah, ben pour les questions, je dirais d'éthique, hein, inciter les pays à tenir compte de leur stock d'armes pour évaluer leur richesse, je pense que ce serait problématique, mais je veux dire que si on veut être purement économiste, ce stock d'armes
peut faire l'objet de commerce, bien entendu, ça peut contribuer à apprécier la richesse des pays. Mais moi, je ne suis pas très favorable à la prise en compte donc, du stock d'armes dans le rebasage. D'accord. En fait, j'essaye de basculer sur finalement un volet qui a été mis en avant dans ce rapport, qui est la violence politique et la sécurité, les défis. Non, et peut-être un mot du rebasage. Effectivement, on a fait, il y a eu une production d'une analyse là, de l'équipe d'analyse de l'Institut Amadeus sur la question des rebasages qui sont un mécanisme statistique de réévaluation de des richesses de tous les pays africains qui a pu, notamment du fait de l'informalité de certaines économies, qui est une caractéristique de beaucoup de pays africains, qui a pu aboutir à des rebasages spectaculaires. Comme voilà, il y a des cas très connus, comme le Nigeria, qui est devenu la première puissance africaine à la suite du recalcul statistique de sa richesse, ou le Kenya, qui a pu voir sa richesse, son PIB s'accroître de 40%. Donc c'est spectaculaire, et finalement, on a souhaité aussi porter le regard là-dessus, à la fois aussi pour décentrer un peu le regard sur ce qu'on faisait, puisqu'on compare des pays entre eux par rapport à des indicateurs objectifs qui sont calculés de la même manière, mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des imperfections dans le calcul de ces chiffres, et sur les économies africaines, c'est particulièrement vrai. Quand on voit notamment, on parlait de l'informalité du marché du travail, on est très souvent en Afrique au-delà des 60 à 70% d'informalité du marché du travail. Donc à partir de là, c'est extrêmement difficile de calculer quelles sont les dynamiques économiques et les richesses. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas des économies africaines, qui peuvent parfois expliquer leur résilience, ou parfois expliquer des politiques économiques qui ne sont pas du tout adaptées. Mais pendant des décennies, après notamment les indépendances, on s'est entêté à calculer la richesse des pays africains uniquement à travers le secteur formel, qui était souvent le secteur minier ou le secteur mono-exportateur, qui était le secteur de pointe du pays. Et il y a beaucoup de dynamique économique, notamment dans le secteur tertiaire. Et tout à l'heure, Monsieur Mossadegh Bali nous parlait de son groupe qui intervient dans le secteur tertiaire, mais il y a des chaînes d'acteurs dans le secteur tertiaire, sans doute pas lui, mais d'autres acteurs plus petits, qui ne sont pas du tout pris en compte. Donc c'est important. C'est un phénomène important, ça permet de mieux piloter les politiques économiques en Afrique, mais effectivement, le rebasage nous pose beaucoup de questions sur la validité de certains chiffres et de certaines dynamiques. Alors justement, pour basculer sur M. Bali, par rapport au rebasage, est-ce que vous pensez que les politiques sociales qui pourraient être mises en œuvre, et dont certaines sont déjà mises en œuvre au niveau continental, permettraient d'optimiser d'une manière ou d'une autre, d'améliorer l'assiette fiscale des revenus de certains pays, d'essayer d'intégrer une plus grande partie de la population dans le secteur formel? Merci pour cette question. En fait, dans la quasi-totalité des pays africains, la fiscalité, en tout cas pour ceux qui payent des impôts, est vue plutôt comme une fiscalité, je dirais, injuste. La fiscalité, la pression n'est pas très forte. Je crois que dans notre zone, la moyenne ne dépasse pas les 15-17% du PIB, alors que les pays développés, c'est plutôt au-delà des 50%, entre 40 et 50%. C'est parce que justement, la base fiscale est très réduite. Comme l'a dit Olivier Do, il y a très peu d'entreprises qui sont dans le secteur informel. Dans un pays comme le Mali ou le Sénégal, c'est presque 80 à 90% qui est dans l'informel. Donc, par nature, l'informel, non seulement ne paye pas des impôts, mais aussi favorise la corruption. Si on met en place des mécanismes d'appui à ce secteur informel, on contribue notamment par l'assurance maladie obligatoire, universelle et d'autres services. Ça permettrait graduellement d'intégrer finalement des pans de la société depuis l'informel vers le formel, et de permettre de générer finalement un mécanisme
parce que vous ne pouvez pas avoir une économie dans laquelle l'idée, c'est de réduire au maximum la partie informelle pour pouvoir justement mettre en levier les mécanismes de stimulus économique et d'autres pour pouvoir développer les pays au niveau continental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'État d'assister des populations qui sont dans le secteur informel sans les faire intégrer naturellement dans le secteur ou dans des mécanismes un peu plus formels. En fait, souvent dans nos pays, il y a des programmes pour aider le secteur informel à se formaliser, mais en réalité, c'est s'attaquer aux conséquences d'une cause et on ne s'attaque pas réellement aux causes. Qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent être dans le secteur informel? C'est justement toute cette prédation administrative, la lourdeur administrative, la prédation, le très haut niveau de corruption, le harcèlement. Dès que vous avez pignon sur rue, vous êtes une société formelle. Et je sais de quoi je parle. Ça fait presque 4 décennies que je dirige des entreprises. Je n'ai pas passé un an sans contrôle fiscal dans ma carrière de chef d'entreprise. Alors, quand on voit tout ça, les gens se disent, bon, je préfère être en dessous des radars, faire mes affaires, parce que dès que je fais le pari, et j'ai rencontré des entreprises, des jeunes entrepreneurs qui ont fait le pari du secteur formel et qui sont revenus au secteur informel parce que c'était simplement invivable. À mon avis, mettre des programmes, et dans tous les pays, même la Banque mondiale, tout ça, ils mettent des milliards, on va aider le secteur informel à se formaliser, on va les former. Mais on ne s'attaque pas aux causes du secteur informel. Et les causes, c'est comme je le disais, l'impunité totale, la corruption, la prédation de l'administration, la lourdeur, le moindre des actes, il faut des foultitudes de signatures et chaque signature donne droit à une taxe informelle, d'où d'ailleurs l'importance, je profite de ce webinaire pour le signaler, l'importance de digitaliser nos procédures, de digitaliser nos administrations. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont démontré qu'il y avait une très forte corrélation entre la digitalisation des procédures administratives et la réduction de la corruption. Donc, je pense que des pays, par exemple, comme le Maroc, comme le Rwanda, même comme la Côte d'Ivoire, ont fait de très gros efforts pour digitaliser. Et ça fait que moins on a de contact entre les usagers, les contribuables avec l'administration publique, moins on aura justement la corruption et la lourdeur et la lenteur qui fait que les gens, à un moment donné, se disent ça ne sert à rien de payer des impôts. Parce que mon entreprise risque de disparaître. Et aussi, pour finir là-dessus, donc pour moi, il faut une justice fiscale. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde paye un peu et ça va, disons, alléger le fardeau qui est exclusivement sur les entrepreneurs qui font le pari du secteur formel. Et donc, ça va aussi inciter de plus en plus d'entrepreneurs à aller dans le secteur dans le secteur informel. Mais pour cela, encore une fois, il faut une vision politique, il faut une administration publique proactive, il faut aussi une pression, bien sûr, des bailleurs de fonds, mais aussi des entrepreneurs, tels que les fêtières, pour que justement, on aille un peu vers cela. Mais c'est un sujet, et ce sujet, à mon avis, ne peut pas être réglé juste par des mécanismes. Il faut s'attaquer aux causes de ce secteur informel. C'est sûr, mais il y a une opportunité à saisir dans la mesure où, pour la première fois, il y a consensus autour du rôle régalien de l'État et, bien entendu, il fallait développer en toute urgence des mécanismes d'appui aux personnes les plus vulnérables de la société traversant cette crise. C'est sans précédent dans l'histoire même du continent de pouvoir investir massivement sur un début de filet social et à ce moment-là, c'est peut-être une opportunité sur laquelle il va falloir capitaliser. Par rapport aux indices, oui. Je suis totalement d'accord avec vous, hein, c'est-à-dire que
J'ai donné l'exemple de l'assurance maladie, maladie obligatoire, les gens étaient réticents. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet dans mon pays. Je pense que ça va mettre la pression sur les entreprises du secteur informel. Les salariés, les travailleurs du secteur informel n'étant pas déclarés, voient le bénéfice que les salariés du secteur formel et déclarés tirent de la carte à mot. Je suis sûr vont mettre la pression sur le patron pour dire maintenant qu'il y a quand même un avantage à être déclaré, puisque si nous sommes malades, nos parents sont malades, on peut se faire soigner à moins de coûts. Je pense que ça va mettre une pression. Et donc, c'est clair, non, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, dans toute crise, il y a aussi une opportunité. Et pour moi, l'opportunité aujourd'hui qui s'offre à nos gouvernants, c'est de développer cette couverture sociale. Parce que si elle est développée, à mon avis, ça va mettre la pression sur les salariés du secteur informel qui ne sont pas déclarés par nature, par essence, à mettre la pression sur leurs employeurs pour les déclarer. Mais il y a aussi un élément qu'on oublie souvent et qui fait que les gens sont réticents à payer des impôts, c'est que les pays les plus fiscalisés, je crois, mais l'économiste est là, il peut me corriger, ce sont les pays nordiques de l'Europe du Nord. C'est les plus fiscalisés, mais c'est aussi les plus heureux. C'est aussi les plus heureux parce que vraiment, ils ont une couverture sociale impeccable. Et pour cela, ils payent des impôts et ils ne rechignent pas à payer ces impôts-là. Malheureusement, dans la plupart de nos pays, nous payons des impôts et nous n'avons rien en retour. Moi, je paye des impôts. Je n'ai pas d'hôpital, je n'ai pas de route, mes caniveaux ne sont pas curés, alors que sur mes loyers, sur mes revenus fonciers, je paye 3%, soi-disant qui revient à la mairie, mais je suis obligé de payer un GIE pour venir enlever les ordures chez moi. Si je tombe malade, que Dieu m'en préserve, une urgence, j'ai quasiment 90% de chances de mourir parce qu'il n'y a pas un plateau technique développé au Mali. Donc, je pense aussi qu'il y a le fait que, malheureusement, dans la plupart des pays africains, l'impôt ne sert pas à ce à quoi il doit servir. Il est détourné, donc les services de base ne sont pas là. Donc, les gens se disent, bon, je suis dans l'informel, je ne paye pas d'impôts. Si je suis malade, je vais payer dans une clinique privée. Je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école publique parce que c'est de piètre qualité, je les envoie à l'école privée. Donc, l'argent que je gagne dans le secteur informel, je fais face à mes besoins. Sauf que l'écrasante majorité de la population ne peut pas créer une entreprise et donc souffre de ce manque de services sociaux de base. Donc, je pense aussi qu'il y a la légalité de l'impôt, elle est indéniable. Il faut que tout le monde paye des impôts. Mais il y a aussi la légitimité qu'on ne retrouve pas encore sur le continent africain et qu'on retrouve dans les pays développés. Très bien. Sur ce, je vais demander à M. Olivier Daud et professeur Kofi Descent de conclure. Si vous avez quelques mots à dire sur finalement ce qui caractérise cet indice 2021. Non, peut-être un mot pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit immédiatement, parce que je pense que ça confirme notre approche que l'attractivité économique ne peut pas se concevoir sans un regard sur la stabilité, sur l'État, sur les protections sociales, sur les protections environnementales. Et dans cette approche de l'État, il y avait des indications, notamment sur la participation citoyenne, des indications sur la dynamique d'ouverture politique et la confiance politique qui nous paraissent importantes. Et c'est en filigrane un peu ce qui vient d'être dit. À partir du moment où un État arrive à construire un lien de confiance, un mode d'organisation, un mode de protection de la population, un mode d'interrelation avec d'autres États, il arrive sans doute un peu mieux à conduire des politiques de protection sociale et des politiques de développement. C'est une évidence, mais c'est pour ça qu'on pense qu'un indicateur d'attractivité économique ne peut pas se lire sans regarder les aspects politiques. C'est pour ça qu'il faut lire ces deux indicateurs de la même manière et de manière complémentaire en réalité. C'est pour ça que nous les produisons
en même temps. Et je crois que c'est l'intérêt de la démarche de l'Institut Amadeus sur ce plan-là. Et il y a bien entendu aussi l'insertion au niveau de la jeunesse et l'approche genre, qui, Bien sûr. notamment un des plus gros enjeux au niveau continental. Alors, je ne sais pas, Et il y avait une question à un moment vous posiez les questions sur les dynamiques aussi dans la stabilité politique, l'Égypte qui a pu gagner des places. Il y a une analyse complète, et je la signale aussi, sur l'évolution de la violence politique qui a été faite à partir de données géoréférencées et intégrales de toutes les violences sur le continent africain. Il se trouve que l'Égypte a eu un niveau de violence un peu en retrait sur l'année 2020 et malheureusement beaucoup de pays ont eu des surcroîts de violence. Elles sont localisées, elles sont détaillées. On explique à quoi elles sont dues et on explique dans quel pays ça a eu lieu. Et là encore, avec ces analyses-là, vous pouvez voir que les dynamiques qui ont lieu au Mozambique, en Éthiopie, qui sont voilà, des dynamiques localisées, contextuelles à comprendre pour bien comprendre la dynamique aujourd'hui. Alors, c'est paradoxal parce que vous mentionnez le Mozambique et on voit au niveau des indicateurs de stabilité que ce pays n'a pas changé en 2021. Oui, il n'a pas changé parce qu'en réalité, les violences ont beaucoup progressé, mais il y a eu des indicateurs qui ont fait qu'il a un petit peu progressé aussi sur certains aspects de gouvernance. Et notamment sur l'indice Mo Ibrahim qu'on a utilisé aussi pour notre classement. Mais ce qu'on pointe, c'est effectivement, il n'a pas dégringolé le Mozambique parce qu'il a pu améliorer certaines performances par ailleurs. Mais ce qu'on pointe, en tout cas dans cette analyse, et c'est pour ça qu'on voulait revenir sur cette analyse contextuelle sur les violences, on pointe que les violences l'augmentation des violences était éminemment perceptible en 2020 et qu'elles ont abouti à la situation qu'on connaît aujourd'hui dans le nord du pays où des groupes armés sont capables de menacer la production économique et la paix civile dans une région entière. C'est pour ça que finalement, de mettre en valeur l'évolution des sous-critères peut s'avérer assez pertinent dans ce cas, puisqu'on aurait vu le Mozambique chuter dans un critère violence et gagner dans un autre critère, sans que la somme ou le cumul ne reflète ces changements. Non, tout à fait. C'est une suggestion que vous avez faite et qui a été tout à fait notée. Et de toute façon, voilà, l'équipe et tout le conseil scientifique a envie de développer cette logique, de pousser l'analyse chaque année un petit peu plus, un peu plus loin et de manière précise, et pas simplement établir des classements, mais aussi les expliquer et décomposer les questions. Merci beaucoup. Professeur Nguessan, votre recul finalement sur le travail que vous avez fait en tant que membre du comité scientifique sur ces indices 2021, qu'est-ce que vous retenez? Moi, je peux dire que nous avons bien travaillé parce que quand on se réfère aux indices précédents, il y a eu une amélioration. Dans le souci, bien entendu, de prendre en compte toutes les réalités des pays africains qui peuvent nous permettre de mieux apprécier l'attractivité. C'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite apprécier l'impact de chocs conjoncturels comme l'impact de la COVID, mais je l'ai dit tout à l'heure, cela dépend des données. Nous avons conçu des indicateurs, mais les indicateurs doivent être renseignés. Donc, si nous avons donc les informations actualisées, lorsqu'elles seront intégrées, on pourra facilement voir l'impact de certains chocs comme la COVID, notamment sur le PIB. Vous voyez que, en général, on dispose d'estimations de l'impact de la COVID sur le PIB. Et lorsqu'on aura les données réelles, on pourra voir effectivement de manière plus précise, plus explicite, l'impact de chocs comme sur la COVID. Et également, nos indicateurs nous permettent d'apprécier les progrès réalisés par certains pays au niveau des politiques sociales. On va voir avec les données qui vont être fournies également. Dans mon pays, par exemple, même si on mesure difficilement l'impact de la COVID sur la performance économique, l'État est en train d'inciter les partenaires sociaux à prendre des mesures. J'ai été, par exemple, sollicité par le patronat, donc par le secteur privé, pour réaliser une étude sur l'assurance chômage. Donc, vous voyez, c'est pour rejoindre également
notre entrepreneur de la chaîne Azalaï pour dire effectivement que les pays africains, petit à petit, essaient donc de se mettre à niveau, au niveau des filets sociaux. Donc, globalement, je suis très satisfait de ce rapport et je suis convaincu que lorsqu'on aura des informations réelles et lorsque ces indicateurs seront enseignés, on pourra voir donc la trajectoire réalisée par les différents pays en matière d'attractivité. Je vous remercie. C'est effectivement une bonne manière de conclure notre webinaire dédié à l'édition 2021 de cet indice d'attractivité et de stabilité en Afrique. Alors, je tiens à vous remercier pour votre analyse particulière, critique et exhaustive sur les différentes thématiques. On n'a malheureusement pas pu couvrir l'ensemble des thématiques, en particulier les thématiques pays par pays, qui sont très intéressantes, qui sont élaborées dans ce rapport. Et ça permet effectivement d'avoir une vision d'ensemble en prenant 8 pays situés sur l'ensemble du continent africain pour pouvoir voir finalement l'impact économique de cette conjoncture particulière que l'on traverse. Et j'imagine que les indices 2022 vont nous permettre de tirer les conclusions qui peut-être ont déjà été présentées dans ce rapport. Sur ce, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre participation et dans l'attente du rapport 2022, je tiens à vous souhaiter de rester en bonne santé et tout le succès possible d'ici là. Merci encore.